On se plonge aujourd'hui dans une série de sources assez incroyables sur le pouvoir impérial romain. Oui, vraiment. Tout commence à une date, un moment très précis, le 31 décembre 192. L'empereur Commode est assassiné. Celui du film Gladiator, pour situer. Exactement. Et ce n'est pas juste un meurtre de palais de plus. C'est tout un système qui s'effondre. Et ce qui suit, c'est juste hallucinant. On a une année, 193, où l'Empire romain est littéralement mis aux enchères. Ah oui, le mot est juste, mise aux enchères. C'est un moment de rupture, fondamental. Le vieux pacte, l'idée que l'empereur gouvernait en accord avec le Sénat, à Rome, tout ça vole en éclats. C'est ça. Et c'est de ce chaos que va émerger une nouvelle dynastie, les Sévères. Et la question qui traverse tous nos documents, c'est comment est-ce qu'on fait, quand on prend le pouvoir par la force brute, pour se faire accepter par des dizaines de millions de gens? De l'Écosse à l'Irak, oui. Comment on transforme la violence en légitimité? C'est la grande énigme. Comment on passe d'un coup d'État à un État qui tient la route? Voilà. Et les Sévères, à commencer par le fondateur, Septime Sévère, qui est un provincial, il vient d'Afrique, ils vont devoir tout réinventer. On dirait qu'ils ont bâti leur pouvoir sur 3 piliers, 3 grandes idées pour se rendre acceptables. La force militaire, bien sûr, comme fondation, mais aussi une efficacité administrative quasi obsessionnelle. Et une vision universelle de l'Empire qui change tout. Exactement. C'est une toute nouvelle recette du pouvoir. Et pour comprendre à quel point elle est nouvelle, il faut d'abord voir à quel point l'ancienne a échoué. Et de manière spectaculaire. Alors parlons-en de cet échec. Juste après Commode, il y a un certain Pertinax qui essaie de restaurer l'ordre. Oui, leur retour à la normale. On a l'impression qu'il veut rembobiner l'histoire. Il est austère, il respecte le Sénat, et son projet s'écroule en 87 jours, assassiné. Par sa propre garde en plus. C'est une leçon brutale. La mort de Pertinax montre à tout le monde où est le vrai pouvoir. Ce n'est plus dans la salle du Sénat. Non. C'est dans la caserne des prétoriens. Et là, les sources racontent une scène, mais qui dépasse l'entendement. Les soldats montent sur les remparts et annoncent qu'ils vont donner l'Empire, au plus offrant. Attendez, c'est incroyable. On ne parle pas d'un contrat public là. On parle de l'Empire romain mis aux enchères comme un vulgaire objet. C'est exactement ça, noir sur blanc. 2 sénateurs richissimes se lancent dans une surenchère. C'est un certain Didius Julianus qui gagne en promettant une somme astronomique. 25 000 drachmes à chaque soldat. L'autorité suprême, littéralement achetée. Voilà. Le scandale est immense. Rome est totalement discréditée. Et ça ouvre la porte à ceux qui ont les vraies armées, les légions. Et c'est là qu'entre en scène notre personnage principal, Septime Sévère. Lui, il n'est pas à Rome en train de négocier. Non, il est sur le terrain. Il est en Pannonie, l'actuelle Hongrie, à la tête de ses légions. Et quand il apprend ça, il ne voit pas un scandale, il voit une opportunité. Il a tout compris. Il y a cette phrase terrible que l'historien Dion Cassius rapporte. Ah oui, sur son lit de mort, oui, il aurait dit à ses fils. Et ça résume toute sa politique. Vivez en bonne intelligence, enrichissez les soldats et méprisez tous les autres. C'est d'une clarté terrifiante. C'est un véritable contrat social, mais un contrat social militaire. Et ce ne sont pas des promesses en l'air. La première chose qu'il fait, c'est de doubler la solde. Doublé, oui. Oui, on passe de 300 à 600 deniers par an. C'est une fortune pour un soldat de l'époque. Ça change sa vie. Il autorise aussi les soldats à se marier légalement pendant leur service. Ce qui était interdit avant. Interdit, oui. Ça stabilise l'armée, ça crée des familles de militaires aux frontières. En bref, il fait de l'armée la seule et unique base de son pouvoir. Et en échange, la loyauté, elle doit être absolue. Mais c'est un pari incroyablement risqué, non? En misant tout sur l'armée, est-ce qu'il ne crée pas un monstre qui finira par le dévorer? C'est tout le paradoxe, et il en est très conscient. C'est pour ça que la force brute ne suffit pas. Il doit la mettre en scène, la transformer en spectacle de légitimité. Il marche sur Rome, fait exécuter Julianus. Par le Sénat lui-même. Voilà, l'humiliation suprême. Puis, il organise des funérailles divines pour Pertinax en se posant comme son vengeur. Il s'invente une légitimité. Et ensuite, c'est une communication par la victoire. Il écrase ses rivaux, un par l'un. Pescenus Niger en Syrie, Claudius Albinus en Gaule. Exactement, après une bataille près de Lyon en 197 qui était un véritable bain de sang. Et chaque victoire est martelée par la propagande, sur les pièces de monnaie, sur les arcs de triomphe. Le message est simple. Je suis légitime parce que je gagne.
La victoire, c'est la preuve du soutien des dieux. D'accord. Donc on a un chef de guerre qui a le soutien total et payé de l'armée. Ça ressemble un peu à une junte militaire quand même. Comment on transforme ça en un État qui fonctionne au quotidien? Un État que les gens, en Syrie ou en Gaule, finissent par accepter. Et c'est là qu'arrive le deuxième pilier, et c'est un point que je trouve vraiment fascinant dans les textes. L'efficacité. Pour les sévères, un pouvoir est acceptable s'il est utile, s'il rend des services. D'accord. Ils vont mettre en place une machine administrative, mais d'une efficacité redoutable. Il faut imaginer un flux constant d'informations, des requêtes, des pétitions, qui remontent des cités les plus lointaines jusqu'à Rome, et les décisions qui redescendent sous forme de rescrits, des réponses écrites qui ont force de loi. Donc si je suis, disons, un marchand d'huile d'olive en Bétique, l'actuelle Andalousie, et que j'ai un problème, ma plainte a une chance réelle d'arriver à Rome et d'être traitée. Exactement. Et cette prévisibilité, c'est crucial. Ça veut dire que le pouvoir n'est pas seulement violent, il est aussi fonctionnel. Et au cœur de cette machine, Sévère ne met pas des sénateurs de vieille famille, il met des techniciens, des experts, des juristes. C'est une révolution silencieuse, ça. C'est une révolution, oui. Il s'entoure des plus grands juristes de l'époque, des gens comme Papinien, Ulpien. Leur rôle, ce n'est pas de limiter son pouvoir, qui est absolu, mais de le rationaliser, de lui donner une logique. L'arbitraire d'un commode est remplacé par une justice impersonnelle. Et ça, les élites des provinces, elles adorent. On a des chiffres là-dessus. On voit ce changement dans la composition de l'administration. Oui, et ils sont spectaculaires. Le nombre de gouverneurs qui ne sont pas des sénateurs, mais des membres de l'ordre équestre, en gros la classe des experts, des managers, ils explosent, littéralement. Ah oui? Sous l'empereur Vespasien, un siècle avant, il y en avait 54. Sous Septime Sévère, on passe à 186. C'est plus que le triple. L'empire est de plus en plus géré par des professionnels. Mais ce pouvoir efficace, bureaucratique, il risque d'être un peu froid, un peu distant, non? Il faut bien qu'il soit incarné, qu'il soit visible. Il y a cette image, ce portrait de famille qui m'a vraiment marqué, le tondo sévérien. Ah, le tondo sévérien. C'est un exemple parfait de leur stratégie de communication. C'est un portrait de famille peint sur un disque de bois, retrouvé en Égypte. Il montre Septime Sévère, avec son teint sombre d'Africain, son épouse syrienne Julia Domna, une femme très influente. Et leurs deux fils, Caracalla et Geta. Voilà, et ce qui est fou, c'est que ces portraits étaient probablement produits en série et envoyés dans tous les bureaux, tous les tribunaux de l'Empire. C'était l'image officielle. Le message était « Voici votre famille impériale, stable, unie, elle assure la continuité. » Et il y a ce détail terrible sur ce portrait. Le visage du plus jeune fils, Geta, a été effacé. Oui, c'est ce qu'on appelle la damnatio memoria, la condamnation de la mémoire. Après la mort de leur père, Caracalla a fait assassiner son frère Geta pour régner seul. Et il a ordonné que son nom et son image soient effacés de partout. Partout dans l'Empire. Partout. Et ironiquement, ce visage effacé nous en dit autant sur la brutalité de la dynastie que le portrait lui-même sur sa volonté d'afficher l'unité. Mais l'intention de départ, c'était de projeter l'image de la félicité du siècle, de rassurer un monde en crise. Donc on a la force des légions, l'efficacité des bureaucrates, mais l'Empire est immense, il est incroyablement divers. Comment on crée un sentiment d'appartenance commun? Surtout quand l'empereur lui-même est un provincial, un Africain, marié à une Syrienne. Ça a dû choquer à Rome. Ça a profondément choqué l'ancienne élite italienne. Et c'est là qu'on arrive au troisième pilier, le plus révolutionnaire, l'universalité. Au lieu de cacher leurs origines, les Sévères en font une force. Ah, c'est intéressant. Ils incarnent un empire où le centre de gravité, ce n'est plus Rome, ce n'est plus l'Italie, mais ce sont les provinces. Ils vont massivement promouvoir les élites provinciales. Sous leur règne, pour la première fois, plus de la moitié des sénateurs sont originaires des provinces. Plus de la moitié. Oui, des Africains, des Syriens, des Gaulois. Ils occupent les postes les plus importants. L'Italie devient une province comme une autre. Et le point d'orgue de cette politique, c'est ce fameux édit de Caracalla, en 212, la Constitution antonine. Absolument. En un seul décret, Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Tous! Tous. Des millions de personnes du jour au lendemain deviennent citoyens romains. Alors, les historiens de l'époque, comme Dion Cassius, y voient un calcul Cynique. cynique.
Oui, pour l'argent, c'est ça. Exactement. Caracalla avait besoin de financer l'armée, et certains impôts, comme celui sur les héritages, n'étaient payés que par les citoyens. En augmentant le nombre de citoyens, il augmentait la base fiscale. C'est vrai. Mais l'impact symbolique, politique, est immense. Ça va bien au-delà de la fiscalité. Bien au-delà. Soudain, il n'y a plus de distinction juridique entre un Romain d'Italie et un paysan d'Égypte. On crée une patrie commune. Chaque habitant a désormais un lien direct avec l'empereur qui devient le protecteur de tous. L'acceptation du pouvoir passe par l'inclusion. Et avec tout ça, la nature même de la fonction impériale change. On n'est plus du tout dans l'idée du princeps, du premier des citoyens, comme Auguste. La transformation est complète. Complète, l'empereur devient une figure sacrée, quasi divine, distante. On est loin de l'empereur qui serre la main des sénateurs. Les sévères introduisent des rituels d'inspiration orientale, comme la proskinèse, le fait de se prosterner devant l'empereur. Sa famille, la Domus Augusta, est présentée comme sacrée. Et le but de tout ça, le but est très précis. Placer l'autorité de l'empereur au-dessus de toute critique, de toute contestation. Il n'est plus un magistrat, il est choisi par les dieux. C'est le couronnement de cet édifice autoritaire. Alors si on essaie de résumer, face à un système en ruine, la formule sévère pour rendre un pouvoir pris par la force acceptable, c'est donc un cocktail assez puissant. Oui. Un pacte avec l'armée qui garantit la sécurité, une administration de pros qui rend le pouvoir utile, prévisible, et l'intégration de tout le monde dans une citoyenneté universelle, le tout scellé par une figure impériale, divinisée, intouchable. C'est exactement ça. C'est un modèle autoritaire, centralisé, militarisé, qui va profondément marquer l'avenir de l'Empire romain. En fait, il préfigure ce que sera le bas empire, avec des empereurs comme Dioclétien, Constantin. D'accord. Mais il y a une ironie tragique. La dynastie elle-même ne va pas survivre à ses propres contradictions. Les querelles internes, les assassinats, elles s'achèvent dans le sang en 235 avec le meurtre du dernier Sévère, Alexandre, par ses propres troupes. Donc leur système leur a survécu, mais pas eux. Précisément. Ils ont créé un nouveau modèle d'État, mais la bête militaire qu'ils avaient nourrie a fini par les dévorer. Cependant, l'idée qu'ils ont inventée, cette idée qu'un pouvoir est légitime s'il protège, unifie et fonctionne, même s'il est autoritaire, eh bien cette idée aura une influence considérable. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la suite. Ce modèle, cette recette qui consiste à rendre un pouvoir autoritaire acceptable, voire désirable, en échange de la sécurité, de l'efficacité et d'une identité commune élargie, on a l'impression que c'est une problématique qui ne s'est pas vraiment arrêtée avec la chute de Rome, n'est-ce pas ? Ça résonne étrangement à travers l'histoire.